Bonsoir, Alain Akwala est l'invité de questions d'actualité. Face à lui, mes deux confrères, Rossi Lotuna de Télé Congo et Selman Koumba, il est journaliste à Œil d'Afrique. Avec Alain Akwala, ce soir, nous allons faire la ronde de quelques sujets qui défraient la chronique, vous le savez, depuis quelques temps. Nous allons revenir dans cette émission sur la question qui fait couler beaucoup d'encre, la situation du pool. Il faut vraiment discuter avec le pasteur Ntoumi ou pas. La question reste jusqu'aujourd'hui sans réponse. Les points de vue sont divergents. Et voilà pourquoi cette question nous préoccupe autant. Et nous allons aussi parler de la crise économique. Vous le savez, c'est un ancien ministre qui a géré pendant plusieurs années le ministère des zones économiques spéciales, aujourd'hui qui est constitué comme l'un des piliers du développement du Congo. Certainement, le ministre nous dira en quelques mots. Ce n'est pas le sujet principal, mais il nous dira en quelques mots si réellement le Congo peut-il compter sur les zones économiques spéciales pour diversifier son économie. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir Fortuna, bonsoir chers confrères. Bonsoir. Voilà, Monsieur le ministre, ça fait 2 mois, je crois, que vous êtes maintenant chez vous à la maison, on va le dire comme ça. Oui, c'est une façon de dire. Voilà. Comment est votre vie actuellement? Écoutez, ma vie, elle est normale. Elle est normale. Je suis attentivement ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, que ce soit le Kurdistan, la Corée du Nord, les positions de Donald Trump, ce qui se passe en France, le référendum en Catalogne, notre propre pays. Donc je suis, comment dirais-je, un homme qui prend un peu de recul, mais 2 mois, c'est pas assez suffisant. Et il est difficile aussi de prendre du recul parce que le monde traverse une période assez particulière, pour ne pas dire sensible, voire même difficile, et avec des répercussions, bien entendu, au niveau de notre pays. Donc, et puis, on se risque un peu à retrouver des notes à l'écriture, parce qu'il faudra un jour laisser une trace de notre petite expérience. Et puis, en même temps, il y a quelques sollicitations au niveau extérieur, parce que vous ne pouvez pas avoir été dans votre petite vie le premier Africain à avoir élaboré une stratégie de communication liée à un processus de privatisation en 1997 avec un contrat Banque mondiale, 15 années d'expérience ministérielle et puis 8 années au niveau des zones économiques spéciales, le seul ministre du monde des zones économiques spéciales et ne pas susciter quand même de l'intérêt. Donc, vous avez des projets? Oui, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je me rends à Paris, invité par un think tank qui s'appelle Objectif Afrique Avenir, dont le président est M. Alain Dupuis, un collaborateur d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, qui est dans la galaxie un peu macroniste, comme on dit, mais qui s'est, comment dirais-je, donné comme mission, comme objectif, avec d'autres français, africains, des hommes politiques, des industriels, des littéraires, des culturels, etc., mais qui ont en partage l'histoire de la France et de l'Afrique et réfléchir justement comment améliorer la perception des rapports ou des relations entre la France et l'Afrique pour sortir justement cette relation extrêmement importante pour le continent africain et la France et au-delà l'Europe, des perceptions négatives et des a priori, en l'occurrence France-Afrique, précaré, etc. Donc il faut sortir justement cette relation de cette espèce de perception négative pour la revisiter et la réinventer par rapport au XXIe siècle. Dans demain, on peut s'attendre à voir un Alain Akwala à la tête d'un think tank? Mais on peut mettre en place des think tanks chez nous-mêmes. Donc c'est une idée qu'on peut creuser parce qu'il manque dans notre pays une réflexion détachée d'un certain nombre de contingences subjectives. Dans ce cas, comment appellerez-vous cela? Une conversion du politique à l'intellectuel? Bon, vous savez, à l'origine, je l'ai déjà dit moult fois, moi je ne suis pas un fonctionnaire. Hein. Quand je suis rentré au Congo, bon, j'avais monté une société. Maintenant, me retrouvant dans des activités gouvernementales, et il était psychologiquement et moralement difficile pour moi de maintenir les 2 activités en parallèle, parce que moi je fais les choses à fond. Voilà, je ne pouvais pas en même temps être ministre et en même temps avoir une société en parallèle, etc. Donc
15 années, je me suis donné à fond pour mon pays. Et aujourd'hui, je suis dans une position où je ne peux pas ne pas rester inactif. Et puis, vous avez, grâce justement au privilège que le président m'a donné de l'accompagner pendant 20 ans, 15 ans au gouvernement, c'est un, comment dirais-je, un enrichissement exceptionnel. Et ça vous donne une certaine visibilité internationale. Donc, vous êtes consulté. Donc, attendons voir dans les mois à venir ce qu'on pourra faire. Alain Akola, nous allons surtout parler pour les gens qui nous suivent, hein, parce que c'est des questions que nous écoutons par-ci par-là. C'est le but. Ça fait 2 fois, en fait, que vous quittez le gouvernement. 2 fois. Vous avez passé d'abord pratiquement 6 à 7, une année à la maison, comme on le dit depuis quelque temps. Oui. Le président vous rappelle au gouvernement, il vous donne encore à nouveau le même ministère. Oui. Et là, il vous fait sortir du gouvernement. Comment vous vivez cela, ce va-et-vient, peut-être, qui vous rappellera encore? C'est une expérience très enrichissante, parce que vous découvrez vos propres capacités, comment dirais-je, à appréhender, à faire face. Parce que tout homme doit faire face. Voilà, un vrai doit faire politiquement, face. Et donc c'est une belle expérience humaine. Politiquement, vous gardez, vous êtes toujours membre du Parti Congolais du Travail jusqu'à ce jour. Est-ce que, comme on a l'habitude de le vivre dans ce pays, vous vous sentez loin du président, de ses objectifs? Non, pas du tout. Je ne pourrais jamais me sentir loin du président, c'est impossible. Sur le plan politique, je veux dire que le président est une forme de père spirituel. Pour moi, c'est un homme qui, je crois que beaucoup d'entre nous, et même ceux qui ont travaillé, qui continuent à travailler avec lui, n'ont pas pris la mesure de cet homme. Bon, moi, comme je l'ai souvent dit, j'étais au rond-point Poto-Poto quand il prend le pouvoir, vous voyez, et après je me retrouve au gouvernement. Pour moi, c'était quelque chose de magique. Et donc par rapport à cela, je me dis, je n'étais pas le plus intelligent du Congo pour être ministre, mais j'estimais que mon destin, quelque part, était lié à cet homme que j'ai vu arriver. J'avais quoi, 16-17 ans. Nous étions au rond-point Poto-Poto en train de sautiller ça, sous. Et puis quelques temps après, vous êtes au gouvernement. C'est quelque chose c'est romanesque comme destinée. Donc je ne pourrais jamais me retrouver contre le président. Maintenant, le Parti Congolais du Travail, je suis membre du comité central, c'est sûr, mais je ne vais pas quitter le Parti Congolais du Travail non plus. Mais par contre, je considère qu'à 58 ans, avec la petite expérience que j'ai, je pense qu'on peut quand même s'exprimer, mais pour parler utile. Et surtout écouter les autres par rapport justement aux défis que doit faire face notre pays aujourd'hui et au niveau de la sous-région et dans le monde. Certaines langues ici au Congo-Brazzaville soutiennent l'idée selon laquelle Alain Akola, hier, il n'était plus au gouvernement, il est revenu. Le fait de quitter le gouvernement, c'est une manière de se reposer. Il pourra revenir d'un moment à l'autre. Mon cas personnel ne compte pas. Me reposer, je ne suis pas fatigué. Est-ce que j'ai l'air d'un homme fatigué? Franchement. Donc je n'étais pas fatigué. On ne m'a pas fait partie du gouvernement parce que j'étais fatigué. Le président est le seul à avoir reçu l'onction du peuple. Vox populis, vox dei. C'est le seul. Et quand vous êtes ministre, il faut vous attendre à ce qu'il vous enlève à n'importe quel moment, mais sans qu'il ait des comptes à vous rendre. Donc moi, je ne demande pas des comptes au président. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Même si c'est vrai, on peut à un moment donné se poser des questions. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus transcendantal que cela. C'est celui qui dirige le pays, il sait pourquoi il vous prend et pourquoi il vous fait partir. Maintenant, moi, en tant qu'individu, j'ai ma vie que je mène et je vais essayer de trouver mes voies. Mais non, est-ce qu'on va être rappelé? Ça, je n'en sais rien, mais ce serait quand même... Vous n'avez pas vécu ce moment ou ce départ avec chagrin? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alain Akola, nous allons... je suis un homme de devoir. Vous allez parler des défis auxquels le Congo fait face, et surtout parmi ces défis, il y a sa situation économique qui touche déjà une grande partie de sa société. Donc la crise s'étend vers le social. Les grèves par-ci et par-là, des salaires non payés dans certaines entreprises. Alors aujourd'hui, vous avez géré plusieurs années le ministère des Zones économiques spéciales. La question première que nous avons envie de vous poser ce soir, c'est de savoir à quel niveau vous avez laissé ce projet, on va dire, puisque c'est encore un projet. Écoutez, c'est un processus, ce n'est pas un projet, c'est un processus. Vous savez, il m'est difficile de m'exprimer sur ce ministère
parce que il y a un aîné que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, voilà. Qui est un homme, voilà, non seulement en tant qu'aîné, mais en même temps en tant que général. Voilà, et vous savez dans quel contexte je le dis, parce que vous savez, quand on a fait face à la mort et qu'on a conduit des troupes, voilà, on n'est pas un homme ordinaire. Donc, je voudrais simplement dire que le processus est lancé. Il y a un partenariat important avec la Chine, deuxième puissance économique de la planète. Nous avons lancé le processus législatif parce que c'était important, que 5 ans durant nous en parlions, mais au niveau international, on considérait que officiellement le processus n'était pas lancé parce que le pays intéressait à attirer des investisseurs. Il voulait quand même savoir quel était le cadre légal. Ce cadre légal existe aujourd'hui. Donc je pense que c'est un pas important. Bon, on ne va pas vous ramener dans ce ministère, mais ouais. on va s'adresser plutôt à l'intellectuel. Bon, intellectuel, j'en sais rien, mais bon. Vous avez dirigé ce ministère des sciences économiques spéciales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'avec les zones spéciales économiques spéciales, avec les ZES, que le Congo se diversifie et diversifie son économie? Écoutez, quand vous regardez la situation économique actuelle du pays, notamment en analysant les indicateurs macroéconomiques du pays, on ne peut plus hésiter sur la justesse de la vision stratégique du président qu'il avait anticipée. Mais nous sommes effectivement, comment dirais-je, victimes du contre-choc pétrolier que d'ailleurs les experts de Singapour m'avaient déjà annoncé en 2009 que dans la prospective économique du monde, on considérait que l'impulsion donnée par la Chine à l'Asie, le partenaire idéal serait l'Afrique. Et donc le Congo, de par sa position, était vraiment le partenaire qu'il fallait. Et donc, 5 années de comportement positif, on va dire, du prix du baril. Et au-delà, c'était un peu hasardeux. Et effectivement, 5 années après, ce contre-choc pétrolier est arrivé. Et donc, il nous faut absolument poursuivre sur la voie de la diversification de l'économie, qui est une ambition africaine qui date quasiment des indépendances. Vous voyez, jusqu'à ce que l'OUA à l'époque, en effet, une espèce d'horizon d'intégration économique africaine, mais avec quand même certaines limites. Donc, c'est vraiment la voie qu'il faut suivre. Maintenant, vous savez, ça ne sera pas facile. Et il va falloir que, tout en, bien entendu, en faisant confiance au Premier ministre Clément Mamba, qui a été beaucoup, je dois le dire ici, dans la manière dont le processus législatif a évolué, parce que c'est là qu'on a senti l'importance d'un Premier ministre. Donc ce qui justifie le fait que j'ai défendu le changement de la Constitution, ce n'était pas une position politicienne, c'était parce qu'il fallait réintroduire une sorte de rectitude et de fonctionnement dans les affaires du pays. Ce Premier ministre, Clément Mamba, n'a tenu pas moins de 8 conseils interministériels de cabinet sur ce texte. Donc je tiens vraiment à lui rendre hommage. Donc en faisant confiance, bien entendu, au gouvernement, au chef de l'État, eh bien, il faut que tous les Congolais aujourd'hui prennent conscience que nous devons faire, si vous voulez, une analyse de notre rapport au travail. C'est surtout ça. Donc les zones économiques, c'est bien, mais il faut quelque part moderniser notre culture du travail. Il faut que nous arrivions à l'élever au niveau, si vous voulez, de la, comment je peux dire ça, de la compétitivité, non seulement des pays de la sous-région, mais des pays africains et du monde. Parce que, je prends juste un exemple. Est-ce que vous savez que notre pays est, je crois, l'un des rares ou seuls pays au monde où l'administration ne travaille qu'une demi-journée? Ce n'est pas possible. Vous voyez, en France, lorsque Martine Aubry décide de faire les 35 heures, certains ont crié que ce n'est pas possible, pendant que dans d'autres parties du monde, on travaille 40 heures, 50 heures, c'est la compétition économique du monde, et en France, on veut réduire le temps de travail. Bon, ça c'est un problème franco-français, mais c'est juste pour prendre un exemple. D'aucuns considèrent que c'est à partir de là que la France a perdu sa compétitivité et s'est retrouvée avec un chômage structurel de masse. Or que nous, qui n'avons pas encore une véritable économie de construite, le principal acteur, si vous voulez, de notre pays à tout point de vue, et interlocuteur de ceux qui sont dans le domaine économique, donc de l'entreprise, ou ceux qui veulent venir investir, c'est l'administration. Et cette administration s'arrête à 13 heures. À l'époque, quand je suis rentré de France, que j'avais ma propre société, je considérais même les banques fermées à 13 heures.
Ça, j'ai dit, mais je me souviens à l'époque, pour ne pas le citer, je parlais à mon aîné Mathias Nzon, qui était patron d'ABIDC à l'époque. Je négociais des crédits documentaires ici et là pour pouvoir justement me mettre en bonne position sur certaines affaires. Je dis, mais comment se fait-il qu'une banque s'arrête à 13h? Moi, je peux être en compétition avec quelqu'un qui est à Kinshasa, à Libreville, à Douala, en Centrafrique, etc. Ce concurrent peut faire ses démarches administratives et notamment bancaires, mettre en place son crédit documentaire en une journée. Moi, je dois le faire en une demi-journée. Et lorsque la banque est fermée, il faut que je revienne le lendemain. Et entre-temps, lui, il a réussi à faire son crédoc et puis il est compétitif et il me coiffe au poteau. Donc, depuis, les banques ont changé, bien entendu. Donc, je crois que nous devons, franchement, réfléchir sur cette question. Les journalistes, vous travaillez quasiment 7 jours sur 7. Ceux qui sont dans certaines corporations comme l'armée et ceux qui sont dans les hôpitaux travaillent matin après-midi. Donc il va falloir que nous revenions, parce que ce pays, on a travaillé matin après-midi. À une époque, dans une logique collectiviste de l'économie, on pensait qu'on devait travailler dans les bureaux une partie de la journée, et l'autre partie de la journée, on devait se retrouver dans des travaux de production. Donc c'est-à-dire les entreprises doivent avoir des champs, etc. À l'époque, d'ailleurs, les étudiants allaient même en Cailly pour couper la canne à sucre. Donc, c'était une idée, sur le plan, si vous voulez, de l'approche collectiviste ou socialiste de l'économie de notre pays, qui n'a pas marché. Donc, il va falloir que nous revenions, justement, à ce standard qui est mondial, pour que demain, nous soyons capables de répondre à ceux qui vont venir investir dans notre pays. Parce que celui qui vient investir, il fait une démarche administrative. À 13h, l'administration est fermée. L'après-midi, il ne peut pas. Pendant ce temps, les entreprises travaillent matin, après-midi. Certains travaillent même en 3-8, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc, au-delà de la diversification de l'économie, il y a d'abord notre rapport au travail qu'il va falloir en réfléchir, qu'on le regarde, et évidemment qu'on améliore également notre gouvernance économique et financière. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur les défis auxquels le Congo fait face aujourd'hui. Le gouvernement a plusieurs projets, plusieurs processus, procédures, projets si vous voulez bien, tout un rêve pour son développement. Est-ce qu'avec la situation actuelle, une dette aujourd'hui qui avoisine, on va dire, selon les chiffres qui varient. Dernièrement, le ministre de la Communication, Thierry Mongala, nous parlait de 80% par rapport à un cabinet. Officiellement, pas la voix officielle du gouvernement, mais selon les informations que nous avons par-ci par-là, c'est à 120% la dette, à 117%. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez encore à l'avenir que dans 10 ans, 20 ans, le Congo pourrait relever le défi de tous les projets que nous avons sur la table, les zones économiques spéciales et tout ce dont on parle, même dans le domaine agricole. On parle du développement de l'agriculture. Avec quels moyens? Bien. Je pense que nous avons actuellement une mission du Fonds monétaire international dans notre pays. Attendons la fin de cette mission pour avoir les véritables chiffres sur le plan macroéconomique. Bien. Les défis, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réduire la voilure et adapter de manière stratégique nos projets par rapport à nos ressources ou par rapport à nos moyens. Et je crois que parmi ces projets, il y a la filière agro-industrielle. Parce que nous importons de mémoire, d'après les chiffres donnés par le ministre d'État Henri Njombo, à l'époque, entre 400 et 500 milliards par an de francs CFA, de produits alimentaires, tomates, haricots, etc., oignons, ainsi de suite. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un marché local, une consommation interne, mais cet argent va à l'extérieur et creuse les déficits, fait du mal à notre balance commerciale et à notre balance de paiement. Donc, il y a le secteur agro-industriel et, bien entendu, quand je dis secteur agro-industriel, il y a une poursuite de ce partenariat que nous avons avec la Chine sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Parce qu'il faut absolument, impérativement, ça devient vital, diversifier l'économie de notre pays. Non seulement parce qu'il faut créer des emplois, pour les jeunes, mais ces emplois doivent nous permettre de réorienter les formations, de nos jeunes vers des métiers, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et donc, il faut absolument, impérativement, diversifier l'économie de notre pays. Non seulement parce qu'il faut créer des emplois pour les jeunes, mais ces emplois doivent nous permettre de réorienter les formations
scolaire, universitaire de nos jeunes, préparer l'avenir, et en même temps, au niveau de l'économie nationale, eh bien c'est, comment dirais-je, essayer de faire en sorte qu'on sorte de cette situation où on a une économie dont financièrement tout est extraverti. Vous voyez, c'est diversifier, transformer nos matières premières, créer de la valeur ajoutée, exporter et faire rentrer des devises dans le pays. Ça fait du bien à la balance commerciale, ça fait du bien, comment dirais-je, aux fameux comptes que nous avons au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale, ça solidifie l'économie, et en même temps, et ça c'est une idée qui est chère au président, c'est cette idée de faire émerger quand même des Congolais qui veulent entreprendre aujourd'hui et mettre en place des incubateurs, des pépinières d'entreprise. Le président de la République, le 14 août dernier, dans son discours, promettait aux Congolais avec beaucoup d'assurance que le Congo va surmonter cette crise. Oui. Le croyez-vous? Oui, nous devons la surmonter. Et nous pouvons la surmonter. Parce que ce pays a des ressources extraordinaires, inexploitées. Donc, après, évidemment, je l'ai dit, le contre-choc pétrolier qui est intervenu, qui aujourd'hui fait du tort à toute l'Afrique centrale, à tous les pays qui sont producteurs de matières premières, y compris même à la Russie. Notre problème, c'est qu'en dehors justement du secteur pétrolier, nous n'avons pas un secteur industriel. Le Cameroun le vit différemment, parce qu'il y a quand même un petit tissu industriel au Cameroun. Donc, nous devons la surmonter au nom des générations actuelles et à venir. Et c'est possible de le faire. Et pour faire une petite parenthèse, je pense que nous avons vécu la même chose dans les années 80. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose que nous ayons un homme comme le Premier ministre Clément Mwamba, qui a vécu cette période. Je crois qu'il était à l'époque conseiller économique du président sur le parti unique. Et donc, nous avons quand même des aînés qui ont vécu cette expérience-là et qui aujourd'hui ne partent pas trop dans l'inconnu. À quelle image seront nos zones économiques spéciales? À l'image des zones économiques spéciales développées en Chine, à Singapour, Justement, je vous dis la chose suivante. Lorsque vous discutez avec les Chinois, ils vous disent vous aurez votre propre modèle, votre propre expérience. Voilà pourquoi ce processus n'est enseigné nulle part, dans aucune université, dans aucune grande école, comment construire une zone économique. Vous avez, parmi les experts de la China Development Institute, eh bien, des personnes qui ont commencé ce processus depuis l'époque de Deng Xiaoping. Donc c'est une accumulation. 1980. Voilà, c'est une accumulation de vie, de vécu, d'expérience, etc. Voilà pourquoi je suis un peu consulté ailleurs. Donc, pour les Chinois, c'est vrai, ils ont analysé l'économie mondiale, ils ont analysé l'économie africaine. Mais la particularité de l'économie congolaise, où ils considèrent que nous pouvons représenter un modèle de partenariat. Et particulièrement la zone économique de Pointe-Noire, voilà. qui sera lancée en 2018. Voilà, parce qu'ils ont analysé l'économie sud-africaine, ils ont analysé l'économie nigériane, ils ont analysé l'économie éthiopienne, kenyane, tanzanienne, algérienne, marocaine, etc. Ils ont constaté que notre pays, du point de vue de la faiblesse de sa population, de son positionnement géoéconomique et de son potentiel, pouvait devenir un modèle. Et compte tenu du fait quand même que, en s'appuyant sur leur propre vécu, ils ont réussi en 30 ans à sortir plus d'1 milliard d'habitants de la pauvreté, ils considèrent qu'au Congo, avec 4 millions d'habitants, on peut le faire en 10 ans, avec même une importation de main-d'œuvre extérieure. Voilà, Alain Akwala, aujourd'hui le département du Poul est, on va dire, plus ou moins enclavé. Le chemin de fer Congo-Océan est impraticable. Plusieurs d'autres voies de communication, des ponts sont détruits parce que vous savez très bien que le Poul, on va le dire, vit une situation assez compliquée. La traque du pasteur Ntoumi. Alors, vous avez en 2006, on va dire que c'est l'histoire qui se répète. En 2006, vous avez vécu presque la même chose. Est-ce que c'est une malédiction pour ce département? Bon, vous savez, l'histoire se répète, vous avez raison. Et moi, à titre personnel, loin d'imaginer qu'un jour j'allais me retrouver au gouvernement, j'ai travaillé avec un monsieur
qui s'appelle Pierre Haïm, qui avait créé Rail Afrique International et qui avait un partenariat avec le chemin de fer Congo-Océan juste après la guerre de 97 pour relancer le chemin de fer Congo-Océan, relancer l'économie du pays. Et à l'époque, j'étais à mon compte et j'étais son consultant en communication. Donc j'ai senti l'importance justement de cette structure. J'ai également vécu la destruction des ponts à l'époque. Et comment est-ce que les experts de la Société nationale des chemins de fer français à l'international, donc la SNCF, sont venus pour reconstruire ces ponts. Je peux vous dire qu'à l'époque, franchement, j'ai vu, enfin, façon de parler, collaborant avec cet homme et avec ses experts, j'ai vu comment est-ce que le président insistait auprès du ministre des Finances de l'époque, M. Mathias Nzan, que le déblocage de l'argent soit effectué pour que très rapidement on commence la construction de ces viaducs. Avant même que le marché ait été signé. À l'époque, c'est M. Mouelet qui en était le responsable. L'argent a été viré en France. Bercy a questionné la SNCF pour dire, mais cet argent vient d'où? Donc, il y avait quelque part, par rapport à la réglementation financière française, la SNCF était en défaut, était prise en défaut, parce qu'il n'y avait pas un support juridique qui expliquait, qui justifiait cet argent. Pour le président, il fallait absolument le faire. J'ai été sur ces ponts, avant qu'on ait signé les accords de cessez-le-feu et de cessation d'hostilité, pour, comment dirais-je, identifier le niveau des dégâts avec les experts de la SNCF, notamment du côté de Kingoyi, dirigé par un commandant que je dois saluer, le commandant Etou à l'époque, aujourd'hui colonel. Et au pont de Kingoyi, on a été attaqué par les ninjas, avec les experts français, etc. Alors, ce qui se passe est destructeur pour notre pays. Destructeur pour notre pays. Et il faut que nous arrivions à être honnêtes avec nous-mêmes. Parce que lorsque j'entends un certain nombre de frères et sœurs de l'opposition, et encore, une opposition, il faut bien qu'elle ait une doctrine, etc. Bon, peu importe, c'est l'évolution politique, peut-être qu'un jour nous aurons des doctrines politiques et qu'on débattra en fonction des projets et des programmes, et non par rapport à des rancœurs personnelles, etc. Mais je me permets de le dire, c'est l'histoire. Avec l'accord du président, j'ai été rencontrer Mireille Lissouba en Côte d'Ivoire, juste après les événements de 98. Parce que j'ai travaillé avec elle lorsque j'étais au comité de privatisation. La fille de l'ancien président? Absolument. Oui. Elle était responsable de cellule communication. Moi, j'étais consultant communication avec un compte à Banque mondiale et je lui rendais compte. Et nous parlions ouvertement, franchement et librement. Bien. Elle a demandé à me voir. À travers qui? Jean-Hélène. Jean-Hélène qui était venu ici parce que les événements de 98 étaient présentés par des frères et sœurs à l'époque en exil, aujourd'hui à l'opposition, après avoir fait des passages au gouvernement, comme étant une guerre ethnique, que le Nord est en train de massacrer le Sud. Les mêmes propos reviennent. Hein, ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit honnête. Oui. Jean-Hélène, spécialiste des guerres ethniques et des génocides, parce qu'il a fait le Burundi, le Rwanda, est dépêché par RFI. Parce que Alain Chungu, qui était correspondant des RFI ici, quand il faisait ses papiers, eh bien, ses frères et sœurs qui étaient à l'extérieur disaient à RFI, ce sont des histoires. Jean-Hélène est venu. On a été présenté. Je l'ai emmené voir
chez mon propre beau-père, M. Malanda et ses enfants étaient partis des quartiers sud, comme on dit, vivaient à la rue Banda. Je lui ai montré comment est-ce que les gens dits du sud étaient à Poto-Poto, à Wenze. Donc, cette manipulation permanente des ethnies en politique est cruelle. Et je lui ai dit, il faut rechercher Mireille Lissouba, la fille du président Lissouba. J'ai travaillé avec elle. Si vous voulez comprendre de part et d'autre les prises de position des uns et des autres par rapport à la tragédie que nous avons connue, vous m'avez écouté, je pense être un peu libre dans ma manière de penser, allez parler avec elle. Elle était au Canada, et il est peut-être toujours. Et elle s'est mise en rapport avec Jean-Hélène, qui voulait comprendre du côté des gens, paraît-il, du nord de Poto-Poto, massacreurs des gens du sud, et ensuite, ceux qui étaient au pouvoir, eh bien, voilà, pour que lui, en tant que journaliste indépendant, se fasse son opinion. Et c'est à partir de là que le lien s'est rétabli. Et j'ai été la rencontrer. Elle a demandé à me voir. J'ai été voir Pierre Aubat. Aujourd'hui, ministre des Mines. Voilà, j'ai été voir Pierre Aubat du côté de la rue Bouzala. Au moment où j'arrive, le téléphone sonne, je me permets de le dire. C'est le président qui appelle Pierre Aubat. Et Pierre Aubat lui dit, mais monsieur le président, quand un président, j'ai un de nos cadets ici qui me dit qu'il faut qu'il aille en Côte d'Ivoire rencontrer la fille de l'ancien président. Le président dit, oui, c'est une bonne chose, mais et sa sécurité? Je dis, on ne peut pas me tuer, elle ne peut pas me tuer. Et je me suis rendu en Côte d'Ivoire. J'ai parlé avec cette dame que je respecte énormément. Je connais les tenants, les aboutissants et les dessous de 98. On ne peut pas continuer à faire l'autruche. On ne peut pas continuer à être dans ce qu'on appelle, paraît-il, l'éloge du silence. Non, parce que les conséquences, ce sont les populations qui... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Dialoguer avec le pasteur Tony? Mais écoutez, mais le président a toujours été un homme de dialogue. On va dialoguer pour la deuxième fois avec Toumi, hein, parce que... La énième fois. Mais le problème, c'est que lorsqu'on veut dialoguer, mais en face, il y a une arrière-pensée. Tout le monde sait. Je vais raconter une anecdote. 2007, le président n'est pas au Congo. Je crois qu'il est aux Nations Unies. Ou en Espagne, je ne sais plus. C'est là qu'on découvre que bon, Toumi est en train de progresser, de rentrer à Brazzaville, sans prévenir qui que ce soit. Branle-bas de combat, réunion de crise, dirigée par le Premier ministre Mvouba, que je salue et que je respecte. Et au cours, justement, de ces différentes réunions, je vais faire ça très court, on avait le sentiment que les collaborateurs de M. Ntoumi, Gozardieu et autres, lorsqu'on s'entendait sur un certain nombre de choses, eh bien, lorsqu'ils allaient rendre compte à leur chef, comme on dit, on a l'impression qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et un jour, j'étais volontaire. J'ai dit, puisque c'est ça, on a l'impression que vous ne dites pas ce qu'il faut à votre chef, moi je vais aller le rencontrer. À la grande surprise des gens du haut commandement. Bon, le Premier ministre s'est dit, bon, il faut qu'on regarde. Et on a demandé au président. Le président a donné son accord. Et une délégation a été constituée que j'ai dirigée. À l'époque, le ministre Mboulou était secrétaire général à la présidence. On s'est retrouvés à Vouanga. Bon. J'ai écouté M. Ntoumi pendant près d'une heure. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, je ne viens pas négocier avec vous. Je viens vous expliquer comment fonctionne l'État. Vous avez été nommé, il fallait rencontrer le ministre d'État et ça, prendre vos fonctions, mettre en place votre cabinet, travailler sur votre budget, parce que nous allons passer maintenant en conférence budgétaire. Mais à un moment donné, il m'a pris de côté. Il va certainement suivre cette émission. Il m'a emmené de côté. Et avec une flopée de ninjas qui sont venus nous entourer. Je sais ce qu'il m'avait dit. Mais un jour, je le dirai. Donc, il faut qu'on sorte des schémas manichéens et chercher à culpabiliser de manière gratuite le chef de l'État. Je vais maintenant finir. La sortie, on s'entend que pour qu'il sorte, j'allais, moi, le nonce apostolique, l'ambassadeur du Gabon et un chauffeur. On allait aller le prendre à Vouanga. Nous allions monter dans la même voiture.
et on allait voir si on allait le tuer. Mais à l'époque, c'est un secret pour personne. On voyait bien des jeunes sortir du pool avec des nattes raides. On voyait des prépositionnements du côté de Kinsundi. Je lui ai dit, mais on voit des gens à Kinsundi. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, monsieur le ministre. Est-ce que vous passez par Kinsundi également? Vous voyez? Donc, lorsqu'on s'entend pour qu'on aille le chercher, changement de programme, il y a une autre approche qu'on n'a pas comprise. Mais je vais seulement dire ceci. Lorsqu'on a frôlé la catastrophe et qu'on s'est retrouvé à nouveau en réunion avec ses collaborateurs, nous et le Premier ministre Mvouba, face aux questions du chef d'état-major de l'époque, ministre Monjo, M. Ntsuru était là aussi, colonel à l'époque, paix à son âme, le ministre de la Défense Ndolou, face à des questions croisées, mais je peux vous le dire aujourd'hui, qu'un des collaborateurs, à M. Ntoumi, s'est levé en disant « Moi, je ne veux pas participer à un coup d'État classique. C'est de l'histoire, cher ami. » Vous ne le savez pas. C'est le même schéma Donc, plausible. lorsque quelqu'un annonce ça, la réunion s'est arrêtée, le général Adoua s'est levé, le général Neguet s'est dit « Bon, ben, ah bon, donc c'est ce que vous voulez faire. » Ce sont des faits. Mais au nom de l'unité, de la réconciliation, de la paix, bon, peut-être que on a eu tort de ne pas chercher à creuser la phrase prononcée par cet homme pour connaître exactement. Donc, c'est bien de dire il faut qu'on dialogue. Mais si le président Sassou n'était pas un homme de dialogue, il ne m'aurait pas envoyé, j'allais dire, au suicide. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous voyez, le président n'est pas à Brazzaville. Vous avez des exigences du style « je vais sortir », mais à partir de Makelekele, il ne faut pas qu'il y ait l'armée, il faut qu'il y ait des policiers et des gendarmes, mais qui ne soient pas armés, qu'il y ait des matraques. Et le CNR, je crois que c'est ça, le nom du parti, voilà, devait mettre en place son propre service d'ordre, et avec une flopée de population au centre sportif Makelekele, et il devait aller rencontrer le ministre d'État et ça pour prendre ses fonctions, et que bon, la foule pouvait aussi l'accompagner au palais, et bon, et le palais aussi c'est le palais du peuple, donc n'importe quel habitant du Congo peut s'y rendre, et donc voilà. Mais vous pensez, à l'époque, alors qu'est-ce qui se serait passé si toute cette foule... À vous écouter, c'est une hypothèse de travail. Ntoumi n'est pas un homme de dialogue. Je ne dis pas que mon frère, oui, je me permets de l'appeler mon frère, n'est pas un homme de dialogue, parce que après cet événement et qu'il ait été nommé, je me souviens, j'avais une activité à Kinkala avec le PNUD, j'avais pris la route. Bon, la grande surprise, parce qu'il paraît que beaucoup de ministres ne prenaient pas la route, prenaient l'hélicoptère, etc. Le préfet du Poul à l'époque avait dit non, le ministre Akwala est un homme voilà, de terrain, et il prendra la route. Bon, je me suis arrêté à Vanga. Bon, un beau thésé, un beau pasteur, un beau révérend. Ah non, mais le révérend, il est sur la route là-bas. À l'époque, on faisait la route, donc il surveillait les travaux. Je dis, bon, écoutez, bon, moi je m'en vais à Kinkala, bon, j'espère le rencontrer. Mais il faut qu'on parle, de toute façon on est ensemble. Alors il me dit, ah non, monsieur le ministre, on n'est pas ensemble. Vous êtes la gauche, nous on est la droite. J'ai dit, bon, très bien, mais on est quand même des Congolais. Et je fais la route, je vois des gamins qui allaient à l'école de Soumouna, qu'on a dit qu'on avait bombardé, etc. Je crois que vous avez suivi tout cela. Bon, je prends des gamins, parce que j'avais un véhicule qui m'accompagnait, il faut mettre les gamins et les emmener à l'école. Et quand on arrive à l'école de Soumouna, je vois, bon, le ministre Missamou, dans son véhicule, le GMC, etc., seul au volant, avec 3 personnes armées derrière. Je descends du véhicule, et puis on se parle. Il demande comment va le président. Je dis non, le président, il faut saluer le président. Donc c'est forcément un homme de dialogue. Mais je crois, quelque part, il y a des hommes plus rompus, comment dirais-je, à l'intrigue politique, et bien, qui lui font croire qu'il est ce qu'il ne peut pas être. Voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui peut diriger le Congo demain. Parce qu'on ne peut pas, pardonnez-moi, on ne peut pas intégrer la politique au syncrétisme religieux. Vous voyez, c'est pas bon. Ça donne le monsieur de Kinshasa, comment il s'appelle
Saddam Sémi. Enfin, voilà. On ne peut pas faire du syncrétisme religieux une sorte de substrat sur lequel on va construire une politique. Sinon, pour terminer, moi je pourrais dire la chose suivante. À l'époque où la religion kimbanguiste était interdite à l'époque coloniale, mais l'endroit ou l'un des endroits où les kimbanguistes priaient clandestinement, c'est chez ma grand-mère, au 66 de la rue Mbaka. Après, lorsque les choses se sont officialisées, il y a eu l'église de la rue Zandé, etc. Donc moi aussi, je pourrais dire, ah oui, moi je suis un descendant de kimbanguiste parce que c'est chez ma grand-mère que, à l'époque, il est interdit parce que les colons ont considéré que c'était une sorte de théologie de la libération. Bonnet, rapidement, Monsieur le ministre, comment sortir de la crise du pool? Comment sortir de la crise du pool? Il faut que les uns et les autres soient honnêtes, prennent leurs responsabilités et qu'on aille au dialogue, comme le président l'a souhaité, d'après le président de l'Assemblée nationale. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Et il faut qu'il y ait peut-être d'autres forces. Quand vous parlez de l'honnêteté, vous faites allusion à quoi? Vous pensez qu'il y a un flou? C'est quoi l'honnêteté dont vous parlez? Mais lorsque je viens de vous révéler ces petites choses, à l'époque, le président décide que l'on dialogue. Mais en face, M. Bin Samou, dans sa démarche, je vous expliquais, il ne faut pas qu'il y ait la force publique à tel endroit, il ne faut pas qu'il y ait ceci. Bon, ce gars, ce collaborateur qui dit « je ne veux pas participer à un coup d'État classique », il ne faut pas qu'il y ait derrière tout cela une tentative de renverser les institutions. Ce n'est pas normal. La même chose, lorsque je suis sorti du gouvernement pour la première fois et que le 20 octobre, il y a des problèmes qui se passent à Bakongo, Makelekele, Diata, etc., où on est quasiment dans une espèce d'insurrection générale, où vous avez des jeunes et là. Bon, mais moi je me suis retrouvé sur le terrain. À Bakongo. Oui. À Bakongo, oui. Le 21, le 22 à Diata, le 23 octobre à Makelekele. Bon, quand je parle avec ces jeunes-là, je ne peux pas dire quand même que lorsque vous entendez des jeunes dire « oui, nos leaders nous ont trompés », bon, je ne vais pas dire qu'ils ont 100% tort, ou bien ils racontent des histoires. Ça dit quand même que quelque part, il y avait une tentative de renverser les institutions. Donc il faut sortir de la culture, on va dire, de l'intrigue, du mensonge, et je dirais même du coup de force. Seulement, on prend deux questions, puis on va boucler l'émission. On vous entend parler, Monsieur le ministre, vous dites que vous êtes pour le dialogue, le président. Apparemment, c'est comme si c'est Ntoumi qui était contre le dialogue. Mais récemment, il y a moins d'un mois, l'un de vos collègues ministres a tenu une conférence de presse où il va à l'encontre du dialogue. Pour lui, on doit privilégier... Un ex-collègue. Un ex-collègue. Un ancien ministre. Vous parlez du président de l'UMP. Bon, vous savez... Pour préciser, il parlait de la conférence de presse de Eldin Elvis Tchalisson, président de l'UMP, qui lui pense que Ntoumi ne doit pas dialoguer avec Ntoumi. Du côté Ntoumi. de la majorité de l'opposition, il y a de ceux-là qui sont contre le dialogue. Bien. De par leur déclaration multiple. Exact. J'ai suivi justement la déclaration de cet ex-collègue qui est encore... bon, moi j'ai 58 ans, hein, donc je suis un peu plus vieux que lui. J'ai un peu plus de bouteilles. La violence, je l'ai reçue. Je l'ai peut-être même donnée aussi. Et donc je sais ce que c'est. Vous voyez? Et toute personne, de surcroît, acteur politique, devrait être habité par un sentiment de culpabilité du survivant. Moi, j'ai ce sentiment. J'étais à Poto-Poto pendant 5 mois, pendant le 5 juin. Le 22 décembre, je suis au pont du Djoué, 98. J'ai vu des gens mourir, des jeunes mourir. Aujourd'hui, il y en a des mutilés. Moi, je suis peut-être mutilé dans ma tête, mais je suis en vie. Et donc, il y a ce sentiment de culpabilité. Et donc, tout ce que je vis depuis, c'est du bonus. J'aurais pu être 6 pieds sur terre. Donc, quand on a vécu ça, on ne peut pas ne pas être pour le dialogue. Mais il faut un dialogue honnête. Voilà pourquoi j'ai pris un exemple. Le président a toujours été un homme de dialogue. Vous voyez, la conférence nationale s'est déroulée dans ce pays, il a été le mouton noir. Il a été le mouton noir. Cette conférence nationale n'a pas été faite
parce qu'il fallait démocratiser le pays. Non, on a trouvé le prétexte, justement, de la chute du mur de Berlin et de la démocratie, bon, pour régler un compte à un homme qui, à l'époque, avait donné 40 ans de sa vie quand même pour notre pays. Et on n'a pas respecté ça. Donc, je reviens, s'il y a des compatriotes à la majorité et à l'opposition qui sont contre le dialogue, ben je dis qu'ils ont tort. Mais il faut peut-être les appeler pour que nous ayons un débat échange contradictoire. Voilà. Et il n'y a pas plus, comment dirais-je, expérimenté dans ce pays par rapport justement aux crises politiques et aux solutions de ces crises que le président. Lorsqu'il donne son accord pour qu'il y ait un dialogue, je crois qu'il sait de quoi il parle. Voilà, seulement prendre la dernière question. Bon, si la dernière question, vous en avez. c'est sur ce qui s'était passé. On avait promis arrêter Ntoumi. Est-ce que cela ne s'est pas réalisé? Il faut dire qu'il est sous mandat d'arrêt. Il est sous le mandat rappeler. d'arrêt. On peut parler de l'incompétence de nos forces. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur. J'ai assumé les responsabilités. Je dois essayer d'être à la hauteur justement des responsabilités que j'ai occupées. Donc je ne suis pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points, porter des jugements de valeur. Il faut aller à l'essentiel. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut parler utile, il faut être capable de s'écouter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de questions d'actualité. Merci, Monsieur le ministre Alain Ankola. C'est moi qui vous remercie. Merci à nos téléspectateurs. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Merci.